Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer et de vous accueillir sur le campus Amérique du Nord aujourd'hui pour la 7e édition de BIG. Donc aujourd'hui ce sera 13 ateliers sur différentes thématiques donc aux États-Unis et en Amérique du Nord, donc pour répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les entreprises françaises et vous entrepreneurs. Donc j'espère que ces ateliers pourront répondre à vos questions, vous aider, vous inspirer. On a eu un petit changement de dernière minute, donc le premier atelier avec le directeur Business France Amérique du Nord sera en deuxième atelier. On va commencer du coup avec l'atelier en partenariat avec French Founders. Donc comment recruter des talents et structurer le développement de sa filiale aux États-Unis. Donc c'est un enregistrement vidéo qu'on va vous diffuser et j'ai la chance d'avoir avec moi Anna Pouzergue, donc qui est la co-directrice France de French Founders. Donc on va vous présenter la vidéo et si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas ravi de vous accueillir et puis voilà, lançons les festivités et la journée. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis particulièrement heureuse d'être aussi bien accompagnée. À mes côtés, deux membres French Founders, Maxime Masraf et Laurie Duboulet, qui vont tous les deux nous partager leur expérience aux États-Unis. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, un sujet crucial pour les entrepreneurs, c'est le sujet du recrutement. Alors Laurie, qui est avec nous aujourd'hui, Laurie Duboulet, a une très belle expérience aux États-Unis. Elle vient à peine de rentrer en France, mais elle a passé près de 15 ans aux États-Unis, où elle a travaillé tout d'abord pour un groupe tech IT qui s'appelle Oxia Group. Laurie, n'hésite pas à me couper si j'ai des bêtises. Non, c'est alors c'est très intéressant ton expérience, parce que tu as commencé en tant que responsable technique et puis ensuite tu es monté dans l'entreprise jusqu'au poste de COO. Donc je pense que le recrutement aux États-Unis n'a plus aucun secret pour toi. Donc tu vas nous partager tout ça, tu vas nous partager ton expérience et aujourd'hui tu es Head of People et Culture chez Dataiku. Dataiku qui est une licorne franco-américaine. Et tu vas nous expliquer un peu plus en détail aussi ce que tu fais chez Dataiku aujourd'hui. Avec nous, Maxime Masraf. Alors toi, Maxime, tu es carrément franco-américain. Ça fait maintenant tu as travaillé pendant 20 ans chez McAlpage, expert en recrutement. Tu as rejoint dernièrement French Founders pour diriger la plateforme des talents. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et toi, c'est pareil. Le recrutement n'a vraiment aucun secret pour toi. Et donc, on a hâte que tu nous partages toutes tes best practices et ton expérience. Donc déjà, première question pour vous deux. Comment s'est passé votre premier recrutement aux États-Unis? Parce que je suis sûre que cette première expérience, cette première anecdote va être assez parlante pour nos entrepreneurs qui nous écoutent. Écoute, pour moi, le premier recrutement a été parfait sur tous les points. Notre premier recrutement est d'ailleurs devenu notre CTO, pour le coup. On a eu beaucoup de chance de trouver une personne qui était en tout point remarquable, qui progressait très très vite, qui était exactement le couteau suisse dont on a besoin quand on démarre une filiale aux États-Unis et qu'on n'a pas beaucoup de monde sous la main. Et c'était un vrai problème parce qu'on a perdu énormément de temps à essayer de répliquer ce premier recrutement. Et donc ça nous a énormément freinés parce qu'en fait on avait complètement négligé quelque chose qui je pense parlera à Maxime, qui est que on a tendance quand on parle de différences culturelles, notamment dans le recrutement, à mettre les pays sur une échelle en les positionnant à un endroit, ce qui n'est pas exactement vrai. C'est plutôt étalé et c'est vrai qu'on peut avoir de la chance aux États-Unis de trouver des gens avec un profil très très particulier, ce qui était notre cas. Mais on s'est rendu compte que ce succès-là, qui était dû à une grande chance, n'était pas réplicable. Donc on a perdu beaucoup de temps, je pense, malheureusement, avec ce premier recrutement. D'accord. Très bien. Donc plutôt une bonne expérience, bonne première expérience, mais qui derrière s'est révélée plus complexe derrière. Et toi, Maxime, premier recrutement? Alors, mes premiers recrutements ont été une totale catastrophe. Je suis arrivé aux États-Unis avec beaucoup de naïveté et je rejoins Laurie en me disant finalement on n'est pas si loin les Français et les Américains.
malgré que j'avais passé quelques années aux États-Unis dans ma jeunesse. Et donc, je suis arrivé avec plein d'espoir et j'ai recruté, j'ai gobé tout ce qu'ils m'ont dit. Et concrètement, les premiers entretiens, j'avais l'impression d'être tombé sur les meilleurs candidats de la planète. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est très vrai. Ils utilisent des verbes en général qui disproportionnés par rapport à ce qu'ils veulent exprimer. Et j'ai vraiment l'impression au début d'avoir recruté une super équipe. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de copier-coller entre les deux cultures, qu'on était très éloignés. Et nous sommes plutôt des latins, ils ne le sont pas. Et donc, le côté émotionnel était très différent. La critique sur soi n'existait pas. Le juste mesure n'existait pas. Et surtout, le manque de polyvalence, en fait. C'est ce que je me suis rendu compte. Et donc, j'ai licencié ma première équipe assez rapidement pour recruter une deuxième qui a été un petit peu meilleure. Puis après, ça a mis pas mal de temps. Donc attention, c'est un faux ami, les US. Nous sommes très différents. Alors, je pense qu'on est aussi des très mauvais recruteurs, en fait, dans un nouveau pays. C'est-à-dire qu'on a une très mauvaise compréhension des cursus. Donc nous, dans notre cas, on essayait de retrouver dans exactement la même école, la même personne, sachant que les cursus sont vraiment à la carte. Donc avec un même diplôme, on peut avoir des gens qui ont une expérience parfois très technique, parfois très théorique. Donc ça nous a freinés. On avait des problèmes à vendre, nous, et à être attractifs sur le marché, parce qu'on n'arrivait pas à faire passer notre proposition de valeur. Et c'est vrai que quand on arrive en position de force en France sur un marché, qu'on arrive aux États-Unis où on est une petite start-up française, ça ne fait pas forcément rêver. Donc ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre aussi. Et puis, on avait des problèmes de fourchette des salaires, parce qu'on avait cette idée que c'était une règle facile avec un coefficient de multiplication, alors qu'en fait, il y a un coefficient pour chaque type de profession. C'est-à-dire que les sales, ce n'est pas la même chose que les équipes techniques, etc. Et donc, on était très, très mal pricé et ça nous a fait faire beaucoup d'erreurs. Et je rajouterais juste une chose, c'est que tu as tout à fait raison, qu'en plus, la structure des organisations en France et aux États-Unis sont assez différentes. Et quand on veut faire le même modèle, ça ne marche pas parce qu'en fait, les candidats, les employés ne sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup moins, dans mon cas, ils étaient beaucoup moins polyvalents. Et donc, j'ai dû cloisonner un peu le process de sales parce que je ne pouvais pas avoir la même personne qui fasse tout le cycle. Chose qu'en France, c'est possible. Et ça change le coût, la structure, le transfert de l'information. Ça change beaucoup de choses. Et ça m'a pris pas mal de temps avant de comprendre ça. Oui, parce qu'effectivement, et ça, on va en parler un peu plus tard, le recrutement a un énorme impact finalement sur la structuration des équipes et donc le business model. Voilà. Alors, avant de passer sur ce sujet, on va passer à une question inverse. Comment s'est passé votre dernier recrutement et quels sont les enseignements que vous pourrez partager avec des entrepreneurs qui nous écoutent? Peut-être effectivement des enseignements très concrets de comment vous réussissez aujourd'hui vos recrutements et comment vous avez réussi ce dernier recrutement, s'il est réussi. Bon, alors moi, après quelques années quand même, je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Parce que comme je le disais précédemment, meilleure compréhension de la culture locale, meilleure compréhension des grilles de salaire par type de position, comme le disait Maxime aussi, meilleure compréhension des types de postes et des attentes des candidats, mais aussi du marché par rapport à ces profils-là. Je pense que moi, quelque chose qui m'a énormément manqué quand on est arrivé, c'est que on était assez isolés et je me rends compte que si on avait pris le temps de plus parler à la communauté française, à d'autres entrepreneurs, parce que finalement, quand on parle entre nous, on a tous un petit peu les mêmes expériences. Bien sûr. Et pour l'avoir vu fait par d'autres entrepreneurs beaucoup mieux que ce que moi j'avais fait à l'époque, le fait qu'ils aient pris le temps de parler avec des entrepreneurs qui avaient déjà fait le pas, mais pas seulement un seul, 2, 3, 4, 5, et de voir quels sont les axes communs, ça leur permet pas forcément de ne faire aucune erreur, mais par contre d'apprendre beaucoup plus vite et de se rappeler beaucoup plus vite, ça n'a pas marché parce que ça.
Donc absolument passer du temps à parler aux entrepreneurs sur le terrain. La deuxième chose, Maxime l'a un petit peu évoqué, il y a un vrai art dans l'entretien qui est cultivé dans les écoles américaines, qui fait qu'on a finalement énormément de mal à déceler la compétence technique. Donc des tests, des mises en situation, des role-play pour chaque entretien. Ce qui est quelque chose qu'on ne faisait absolument pas en France et qu'on avait mis en place dans cette filiale américaine avec beaucoup de succès. Donc on avait des batteries de tests pour chaque position. En direct, hein, donc c'est pas un case study qu'ils doivent faire chez eux, c'est vraiment en direct, en face de vous, et vous testez leurs compétences, c'est ça? Dans la plupart des cas, oui. Dans la plupart des cas, oui. On avait pour les profils exécutifs de temps en temps une étude de cas. Mais pour tous les profils, en tout cas, des tests. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, passer du temps pour bien comprendre les fourchettes de salaire. Je pense que le cas typique, c'est le premier recrutement d'une équipe commerciale où généralement on vise beaucoup trop bas sur les salaires, ce qui discrimine directement votre capacité à vendre dans les premières années. D'accord. De mon côté, je crois que c'est une opportunité formidable de pouvoir recruter aux États-Unis. C'est-à-dire que même si c'est difficile à arriver, quand on transforme son entreprise qui est très européenne ou très française à une entreprise un peu globale avec différents continents, je trouve ça incroyable. Alors aujourd'hui, moi, je dirais que ma bonne recette, c'est le mélange des cultures. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas forcément vouloir faire une société qui est 100% américaine, surtout lorsqu'à l'origine, on a des racines européennes. Je crois qu'il faut faire un mélange, le meilleur des deux. Et donc, sur ma dernière équipe que j'avais créée à Los Angeles, j'avais 25% d'étrangers et 75% d'Américains. Et je trouve que le mélange avait donné une alchimie qui était formidable. Alors évidemment, après, il faut être dans la communication, dans la transparence. Il faut bien expliquer, il faut bien éduquer. Ça, c'est clé. Mais quand ça marche, je trouve que ça donne un potentiel à l'entreprise incroyable, formidable. Et il ne faut pas croire que les Américains sont tous uniquement attirés par l'argent. Il y a des gens il y a des gens formidables, brillantissimes, passionnés. Il y a des mélanges de cultures incroyables. Donc le mélange, je pense, est intéressant. Garder ses racines en créant des nouvelles racines dans un nouveau pays. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'adapter au marché. Ce n'est pas nous qui allons changer le marché. Et on arrive souvent avec un peu d'arrogance en disant « nous, on sait mieux faire ». Mais les Américains, ils ne nous ont jamais attendus. Hein. Voilà. Et je pense que l'erreur de vouloir absolument mettre en place des choses qui ont marché en Europe amène souvent à perte de temps. Et comme disait Laurie, l'argent, la relation à l'argent est très différente aux États-Unis. On le sait, mais il faut le comprendre. Ce n'est pas tabou, c'est important. Et que parfois, en investissant beaucoup, on peut avoir un retour sur investissement qui est très, très important. Hier, j'étais avec un general manager de Adobe, est un Français qui a vendu sa société à Adobe et qui me disait donc il est à San Francisco, il avait créé sa société à Clermont-Ferrand où il payait les gens pas grand-chose. Aujourd'hui, il me dit je paye mes software développeurs $1 million, qui paraît incroyable, mais derrière, ce sont des stars, ce sont des gens qui sont capables d'ajouter une valeur ajoutée qui est extraordinaire. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'argent, en fait. Bien sûr, il faut avoir l'argent pour le dépenser. Il faut lever des fonds. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut aujourd'hui créer une entreprise aux États-Unis ou venir de la France. C'est plus facile parce qu'il y a plein de témoignages. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et il n'y a aucune excuse de ne pas savoir, en fait. Il faut se renseigner, il faut écouter. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il y a 10 ans, c'était différent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de ne pas se tromper. Mais il faut écouter. Ok, super intéressant. Et donc, autre petite question pour vous. Tout à l'heure, tu parlais de mélange culturel, Maxime. Je crois aussi que la répartition des tâches n'est pas la même. Vous disiez que les règles du jeu sont plus du tout les mêmes aux États-Unis. Donc, la structuration des équipes n'est pas la même. La répartition des tâches n'est pas la même. On ne peut pas attendre la même chose d'une équipe française à une équipe américaine. Donc, cette structuration et ce mélange culturel a forcément un impact sur les équipes, sur la façon dont on va les manager,
budget, sur la façon dont on va les financer. Donc, directement, ça a un impact sur le business model. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est le partage d'expérience que vous pouvez faire aux entrepreneurs pour qu'ils puissent préparer au mieux ce changement de business model? Pour moi, déjà, dans l'idée, et comme le disait Maxime, d'arriver aux États-Unis, c'est une démarche d'humilité aussi par rapport à son organisation interne, etc. Donc il faut vraiment arriver, et c'est drôle parce qu'on arrive aux États-Unis pas du tout de la même façon qu'on montrait une filiale au Japon. De la même manière, on se dirait au Japon qu'il faudrait apprendre les règles du business japonais, passer du temps à comprendre comment ça s'organise. Je ne sais pas pourquoi. En tant que Français, j'ai l'impression qu'on a du mal à avoir la même démarche aux États-Unis et à appliquer exactement le même modèle aux États-Unis. Et ça, je l'ai vu. Nous, on a clairement eu ce problème-là. Je l'ai vu énormément de fois. On a l'impression qu'on est très très proche, mais ça n'enlève pas cette démarche de compréhension. Et donc, pour vous donner un exemple, nous, on a mis un petit peu de temps à comprendre qu'on ne structurait pas justement nos équipes de vente correctement. Aux États-Unis, effectivement, le travail des équipes de vente est segmenté. Donc, il y a des gens qui font l'avant-vente, des gens qui font la vente. Et donc, il y a des étapes, il y a une équipe. Et pour démarrer, on ne démarre pas avec une personne qui fait tout, généralement. On démarre avec une équipe qui est déjà structurée. Donc, ça demande de monter une marche qui est un petit peu plus haute et plus compliquée peut-être que ce qu'on pourrait faire en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, les étudiants ou les gens qu'on recrute s'attendent à cette division-là parce qu'ils sont habitués, parce que c'est la loi du marché local et effectivement, on ne peut pas la changer. Mais c'est aussi d'une attente du côté des clients, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la meilleure image de nous-mêmes si on n'est pas capable de montrer qu'on structure une équipe comme nos clients s'y attendent. Donc, s'il y a un seul interlocuteur niveau vente sur tout le cycle de vente d'un client, quelque part, on se discrimine parce qu'on n'a pas l'air très sérieux, finalement. Pour rebondir sur ce que dit Laurie sur une équipe commerciale, très concrètement, j'ai toujours trouvé que les Américains étaient meilleurs dans le business développement à court terme, dans le cold calling, générer des leads, et que les Français et les Européens étaient bien meilleurs dans la relation long terme. Et donc, on peut très bien voir une organisation où le SDR, où les premiers échelons de sales sont plutôt des Américains qui sont capables de faire 100 calls par jour ou générer un volume important. Et dans un deuxième temps, sur la partie closing ou account management, je trouve que les Européens sont bien meilleurs. Et ça, de toute façon, c'est très culturel. Les Américains sont dans le moment immédiat, pas dans le futur. Là où nous sommes un peu dans le passé, parfois un peu trop, mais sur le long terme. Donc voilà, je pense, une différence culturelle qui est intéressante. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on a une super équipe recrutée, structurée aux États-Unis, qu'on a écouté tous vos conseils, comment on fait? Et là, j'imagine que c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Comment on fait pour faire du sustainable scaling? C'est-à-dire que, alors je pense que Laurie, c'est exactement ce que tu es en train l'enjeu que tu es en train de vivre chez Dataiku, qui connaît une croissance fulgurante. Comment on fait pour réussir dans la durée à conserver une culture d'entreprise, à continuer à réussir ses recrutements? Comment ça marche dans la durée? Alors, je vais encore rebondir sur ce que tu disais, Maxime. Je pense que dans ces cas-là, la diversité dans l'entreprise nous aide énormément. C'est-à-dire que avoir déjà intégré dans nos équipes en France un certain nombre d'employés qui viennent de tous horizons nous permet d'avoir une ouverture, on va dire, presque par défaut, qui nous permet d'avoir des meilleures relations avec tous les bureaux qu'on a dans le monde et notamment aux États-Unis. Parce que je pense que ça enlève énormément d'a priori sur ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, quelle est la bonne façon de travailler, etc. Donc ça nous aide beaucoup à créer de la cohésion dans le groupe, dans le monde entier. Évidemment, je pense que les enjeux culturels font que l'emphase n'est pas forcément au même endroit sur les enjeux culturels. Nous, on passe énormément de temps sur le terrain. Et on a des équipes, dans les équipes people, dans des équipes qui sont dédiées à ça, qui peuvent être dans mon équipe ou déportées, à garder le lien
parler aux employés, comprendre où sont les blocages et vraiment travailler à mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne en fait. Donc toujours connecter les équipes exécutives à la réalité du terrain et travailler activement à réconcilier ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bien sûr. Merci. Oui, en quelques mots, la rétention aux États-Unis est un enjeu majeur qui est sous-estimé parce qu'en France, elle est peut-être moins importante. Les Américains aiment changer, aiment la nouveauté, ils aiment bouger, ils ne se projettent pas sur 5 ans, 10 ans dans une entreprise. Et donc, ça peut être des enjeux importants. Je donne des chiffres. Mon équipe chez Michael Page en France, quand j'étais parti, faisait à peu près 22% de staff turnover par an. Quand je suis arrivé aux États-Unis, on est monté jusqu'à 55% de staff turnover. Évidemment, on recrutait beaucoup, on scalait beaucoup, mais vous imaginez sur un PNL, à la fin de l'année, quand vous regardez le coût d'acquisition d'un candidat, le onboarding, la formation, c'est majeur. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Une option, c'est ce que Laurie a dit, un mélange culturel solidifie les racines et l'ADN de l'entreprise. Mais l'autre chose, c'est s'adapter culturellement. Il faut de la communication qui soit transparente. Aux États-Unis, il faut que tout soit clair. Il faut que des commissions soient des commissions, ne soient pas des bonus, par exemple. Ça, c'est très, très important. Il faut que les titres soient en adéquation, même si parfois on trouve un peu ridicule que tout le monde soit vice-président aux États-Unis. Bah, c'est comme ça, c'est leur façon de faire. Donc il y a des petites choses qui nous paraissent un peu superficielles qui sont extrêmement importantes pour la culture américaine et pour la rétention des employés. Effectivement, c'est un marché qui est extrêmement compétitif et très dynamique. Alors moi, je connais mieux en tout cas le secteur de la tech, mais dans la tech, ça veut dire avoir, en tout cas pour les employés, des conditions de travail qui sont extrêmement compétitives parce qu'il n'y a pas que le salaire. Aux États-Unis, il y a toute une dimension sur l'assurance santé qui est en grande partie à charge de l'employeur, donc l'assurance santé, les régimes de retraite, etc., etc. Et donc ça fait partie de la négociation salariale, de même que les jours de vacances. Donc c'est aussi tout un package qu'il faut considérer pour rester attractif. Et on a aussi parfois des accélérations assez drastiques qui sont intéressantes parce que je pense que ça nous challenge beaucoup aussi, nous, à être meilleurs et à offrir, en tout cas, beaucoup plus à nos employés sur des régions aux États-Unis. Par exemple, dans un bassin de recrutement, dans une région ou une autre, à n'importe quel moment donné, il peut y avoir des accélérations qui font que si Google arrive demain et s'installe juste à côté de chez vous, votre capacité à recruter des profils techniques va devenir très compliquée. Donc, et ça, j'ai le sentiment qu'on est beaucoup plus protégé en France de ces accélérations. Donc aux États-Unis, il faut toujours donner le meilleur de soi-même, en tout cas, je pense. Bien sûr. Hyper intéressant, c'est vraiment passionnant, tellement passionnant que le temps passe très vite à vos côtés, Maxime et Laurie. Ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est en train d'échanger, donc le timing va bientôt se finaliser. S'il y a une dernière chose que vous voudriez partager aux entrepreneurs qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent certains ont déjà commencé à développer leurs équipes aux États-Unis, d'autres commencent à y réfléchir. Voilà, si vous deviez conclure cette prise de parole par un dernier message que vous aimeriez partager à cette communauté d'entrepreneurs, qu'est-ce que vous leur partageriez sur ce fameux recrutement aux États-Unis ? Tu veux y aller ou j'y vais ? Vas-y, je t'en prie. Ok. Moi, je pense très sincèrement que j'ai énormément appris de cette aventure. J'espère en tout cas qu'on verra beaucoup plus de Français se lancer dans l'aventure, démarrer aux États-Unis, et dans d'autres pays d'ailleurs. Est-ce que je crois très sincèrement que le multiculturalisme fait des entreprises beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus belles, des environnements de travail qui font progresser tout le monde. Et donc, c'est ce que je souhaite, en tout cas pour beaucoup plus d'entreprises françaises.
Moi, je dirais que, n'ayez pas peur de venir aux États-Unis. C'est un marché formidable. Il y a des choses fantastiques à faire et qu'on a notre place en tant que Français. On apporte beaucoup de savoir-faire. Numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un écosystème européen, français aux États-Unis et poser des questions, demander. Je crois qu'il y a beaucoup de bienveillance. On n'est pas en concurrence. On est là pour s'entraider. Les Anglo-Saxons le font très bien. Nous, on peut le faire mieux, je trouve, que dans la culture française, de s'entraider. Et la troisième chose, c'est que c'est un marché qui va vous pousser à vous remettre en question tous les jours et qui vous permettra d'être un meilleur leader, d'une meilleure structure, une meilleure entreprise. Et donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. En tout cas, personnellement, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais en ce moment avec les talents. Exactement. Dire en 2 mots Oui, oui, tout à fait. Les talents en ce moment. Alors, j'ai rejoint les équipes French Founders parce qu'après avoir travaillé 20 ans en cabinet de recrutement, je me suis rendu compte à quel point croître aux États-Unis par ses talents, c'était clé. Et qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y avait pas vraiment d'acteurs qui apportaient des conseils. Vous avez d'un côté les cabinets de recrutement qui font de l'argent, vous avez de l'autre côté Internet qui est un puits sans fond, et il est souvent difficile de s'y retrouver. Et donc, je me suis associé avec French Founders pour apporter un accompagnement. Donc, j'accompagne des entreprises en forte croissance aux États-Unis pour qu'ils évitent leurs pièges. On a créé une plateforme pour recruter tous ces biculturels dont on parlait, qui peut faire la force de votre entreprise. Et puis, je suis aussi très passionné par ce domaine, donc je serais ravi de pouvoir aider, conseiller à ce moment-là pour qu'on réussisse, pour qu'on continue à briller aux États-Unis et dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est ça y est, on a des entrepreneurs, quelques entrepreneurs qui commencent à venir aux États-Unis. J'en ai 2-3 en tête qui sont arrivés sur le sol américain. Et l'autre très bonne nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours, c'est évidemment l'ouverture prévue des frontières américaines début novembre. Et je suis sûre que ça va accélérer l'arrivée des Français, des entrepreneurs français aux États-Unis. Merci beaucoup, Maxime, Laurie, pour ce partage d'expérience et à très bientôt. Merci Alain. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement... Donc voilà pour le premier atelier avec French Founders, Laurie Duboulet et Maxime Masraf. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurie qui s'est déplacée avec nous aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Anna de French Founders et puis voilà, on va peut-être prendre 1 ou 2 questions. Voilà. Merci Hélène. Alors juste pour mettre un petit peu de contexte, ce panel est organisé en partenariat avec French Founders. On est un réseau d'entrepreneurs, investisseurs, C-level de grands groupes francophones partout dans le monde. On a 4000 membres et des bureaux en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir d'animer cet atelier avec Laurie qui est membre à New York, enfin qui était membre à New York, qui vient d'arriver en France puisqu'elle a pris le poste de Head of Culture chez Dataiku. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dataiku, aujourd'hui c'est une licorne franco-américaine qui a 800 employés. Ils en avaient combien, Laurie, tu me disais quand tu es arrivée chez Dataiku ? Voilà, en début d'année 400. Objectif dans un an, 1600 employés. Donc, environ, oui. Voilà. Donc Laurie est une experte en sujet people et culture et en recrutement. Elle a passé près de 10 ans aux États-Unis. 15 presque. 15 presque aux États-Unis. Donc on sera ravis de répondre à toutes vos questions si vous avez des sujets d'implantation et de développement en Amérique du Nord. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Quand on a une entreprise qui est purement dans le numérique, est-ce qu'à un moment donné, quand on va s'implanter dans le marché américain, on est obligé, le patron ou en tout cas un des fondateurs est obligé de s'y rendre pour y habiter ? Alors le marché, c'est le marché du cinéma et de la littérature, pour moi. Et voilà, parce que tout se fait en numérique maintenant après le Covid. Est-ce que vraiment maintenant les fondateurs sont obligés de s'y rendre ? Alors ce qui est drôle, c'est que moi j'ai 2 expériences du coup de démarrage aux États-Unis avec une société précédente et Dataiku. Et dans les 2 cas, le founder n'a pas déménagé. Donc je
je comprends pourquoi ça peut être préférable dans certains cas, et ça aide, on ne va pas se mentir, mais c'est tout à fait possible de le faire sans se déplacer. Sans se déplacer, c'est-à-dire sans s'expatrier soi-même aux États-Unis. Évidemment, vous allez devoir passer un petit peu de temps sur le terrain, mais non, ça peut fonctionner. C'est plus compliqué. Je vous encourage à parler à des gens qui l'ont déjà fait, parce que ça a des conséquences quand même, pour le coup. Quand on a une famille et des enfants, c'est compliqué. Je comprends tout à fait. Mais donc du coup, ça a quand même une incidence sur comment vous voyez le marché. Ça va probablement vous demander de passer plus de temps avec des founders pour comprendre, etc. Mais c'est tout à fait possible, ça fonctionne. Et dernière question, dans l'entreprise du numérique, on a tendance à embaucher beaucoup de tech en France et beaucoup de commerciaux aux États-Unis. Oui. C'est un petit peu la tendance qui s'est remise en question ou pas? Alors, c'est ce que je vois assez régulièrement autour de moi, effectivement, parce que pour comprendre le marché américain et vendre aux États-Unis, je pense que malheureusement, il est absolument impensable de vendre aux États-Unis avec une équipe commerciale 100% française. Comme je le disais, on n'a pas les codes, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc ça peut vous faire perdre beaucoup de temps et c'est dommage. Et cette culture qu'ils ont de la vente, etc., c'est important de l'intégrer très très tôt dans la création de la structure américaine. Par contre, on a des équipes techniques qui font un très bon travail et si vous n'avez pas besoin de les expatrier aux États-Unis, je pense que c'est le calcul que la plupart des fondeurs font, qui sont qu'on a l'habitude de recruter des techs en France, on est confortable. Si vous n'avez pas forcément besoin, j'ai envie de vous dire non. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Si vous avez une deuxième question, et puis après on va... Bah oui, allez-y. On va peut-être passer au deuxième atelier. Ah non, mais pas de... J'en aurai d'autres après, French Founder, je crois que je vais participer. Ok. Je vous en prie. Merci Anna, merci Laurie pour votre présence avec nous aujourd'hui. Donc premier atelier passionnant pour commencer la journée. On va passer maintenant à l'atelier en partenariat avec Business France. Donc on accueille Frédéric Rossi, le nouveau directeur Amérique du Nord, qui est arrivé en poste en août à New York, qui était avant directeur général à Paris et qui avant était déployé à l'export en Asie.